Voilà. Comme j'ai déjà dit, cette séance sera consacrée si vous voulez, pour une révision Big Data. En fait, pour réviser Big Data, donc la première chose qu'il faut faire, c'est de réviser c'est quoi déjà Big Data. Quand est-ce que peut-on dire que nous sommes dans l'ère de Big Data? Donc, tout au long du cours, je vais essayer de parcourir rapidement euh, les différents cours. Hakika a un fil conducteur pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, quand est-ce que peut-on dire que nous sommes dans l'ère de Big Data? Donc là, pour dire que nous sommes dans l'ère de Big Data, il faut il faut satisfaire les 3 V. شنو هما les 3 V؟ ترى شكون اللي ذكرهم ces 3 V؟ Volume, euh, Volume, hein? véracité, véracité, Mhm. Donc là, nous avons volume. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, quand est-ce que peut-on dire que nous sommes on considère que les données sont volumineuses? C'est au-delà de 10 téradoctets. Maintenant, ça, c'est la première contrainte dite par Inès. La deuxième, là, nous avons 3 V. Et les données doivent être aussi variées. Je m'en ai à varier. Nous devons avoir des données, si vous voulez, structurées, semi-structurées et des données non structurées. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de données structurées? Je m'en ai données structurées. Comme les données qui suivent une structure bien donnée qui m'a fait l'SQL. qui m'a fait base de données relationnelle. Semi-structurée, qui m'a les fichiers XML, les fichiers JSON, où on a un schéma prédéfini. Ce n'est pas une structure, mais un schéma prédéfini. Et non structuré, ce sont les données où nous n'avons pas une structure au préalable. Donc là, au niveau du Big Data, nous avons vu, et soi-disant, c'est pour les données structurées, et pour le non structuré, donc, pour dire que nous sommes dans le Big Data, il faut être capable à gérer des données à grand volume et des données variantes, c'est-à-dire n'importe quel type de données, structurées, semi-structurées ou bien non structurées. Mais quoi d'autre? Il faut les gérer avec une vitesse. Tout ça, c'est bon, mais si on ne fait pas une gestion rapidement, c'est-à-dire avec une grande vitesse, là, nous ne sommes pas vraiment dans le big data. Donc là, c'est la vitesse de traitement. Manager, j'en coule, je suis dans big data et un traitement, il y aura, je ne sais pas, 15, 6, 7 jours. Donc voilà pour dire que nous sommes dans les big data. Aujourd'hui, nous sommes dans le 21V, mais à la base, ce sont les 3V et Douma qui sont nécessaires pour dire que je suis dans le big data. C'est bon? On passe? Ben, maintenant, quand on dit un volume énorme de données, la naissance de ce grand volume de données, il vient d'où? Il est lié à quoi? En fait, il y a la naissance de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, si vous voulez, qui ont causé cette grande quantité de données. En fait, ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est une toute petite c'est une toute petite partie de données puisque nous considérons aussi maintenant les émotions, le caractère humain, les habitudes, les idées, si vous voulez aussi les croyances religieuses,
ethniques, etc., comme étant des données qui ne sont pas quantifiables à 100% aujourd'hui, mais ce sont vraiment un grand terrain de données, un grand volume de données qui nous attend à chaque fois qu'on est en train de décortiquer ou on est en train de quantifier ces données-là. Donc là, c'est le iceberg qui contient tout ce que j'étais en train de dire. Et puis là, il vous parle des sources de données et que c'est les marketeurs qui sont les premiers qui ont initié, si vous voulez, le monde de Big Data et ils ont souhaité l'exploiter. Tout ça pour dire ce que j'étais en train de dire. Maintenant, dans le Big Data, nous avons commencé avec Hadoop. Et là, quand on dit Hadoop, nous avons parlé principalement de deux parties au niveau de Hadoop. Elle est constituée de parties HDFS et MapReduce. HDFS pour le stockage et MapReduce pour les invocations de données, si vous voulez, pour un traitement sur les données. Maintenant, ça, c'est la première architecture. Donc là, je vous rappelle, MapReduce, c'est celui qui est en train de nous garantir le parallélisme. Et HDFS, c'est quoi? Hadoop Distributed File System. C'est pour un stockage distribué, comme son nom indique au niveau de Distribute, un stockage distribué. Et là, nous avons vu deux architectures. Hadoop 1 et Hadoop 2. Avec Hadoop 2, on va voir Tawambat. On a la couche Yarn qui apparaît entre les deux. Ben, maintenant, commençons avec le commencement. HDFS. Alors, je m'arrête à Hadoop Distributed File System. On fait une distribution sur quelle base? Quelles sont les deux contraintes pour lesquelles on fait la distribution? Comment on distribue en Hadoop? Donc là, je vous rappelle, ça c'est une révision. Normalement, là, nous avons vu ça et surtout cette question, je l'ai posée plusieurs fois. Donc, la distribution se fait selon deux facteurs. Donc là, j'ai un client qui a un fichier de 20 teraoctets qui souhaite le stocker. Comment les choses se font en utilisant HDFS? Par bloc ou bloc size. Exactement. Donc, la première contrainte, c'est le block size. Allez, le block size. Parce que le fichier sera distribué. Distribué à la chnoa. في Hadoop 1, nous avons ce qu'on appelle les data nodes. Et là, qui est orchestré par le name node. Donc, là, supposons le block size est égal à 5 Tera. Donc, chaque bloc, qui seront 4, sera stocké. Donc là, j'aurai A, B, C, D. Chaque bloc, il est storé dans un nœud. Donc là, c'est la scalabilité horizontale. Hein? La deuxième contrainte, là, c'est le facteur de réplication. Je vois le facteur de réplication. Un bloc, il sera stocké combien de fois? Parce que là, c'est on stack A dans le data node X, peut que dans un instant T, que ce data node X n'est pas responsive. Elle ne répond pas. Elle n'est pas disponible. Dans ce cas de figure, donc là, je dois avoir un autre nœud où on a ce A-là et qui peut nous livrer ce A. Donc là, c'est le facteur de réplication. Par défaut, est égal à 3. Mais on peut, pour des raisons, si vous voulez, pour plus de sécurité, on peut avoir 3, 4, c'est plusieurs autres
facteur de réplication. Maintenant, ça, c'est la scalabilité horizontale. Je n'y la scalabilité verticale. En fait, comment on stocke avant d'avoir cette scalabilité, cette distribution en horizontale? Il y avait une distribution en verticale. C'est le même fichier, j'ai ce 20 téraoctets. Pour le stocker dans un nœud, il faut que je trouve, si vous voulez, un espace de 20 téraoctets qui est libre. Et encore avec quelques bits de plus pour indexer ce stockage-là. Donc là, je dois trouver 20 téraoctets. Supposons que je trouve un espace de 19 ici. Et j'ai un espace ici de 15. J'ai ici un espace de 13 téraoctets, téraoctets, téraoctets. Je ne peux pas stocker. Malgré en totalité, regardez, j'ai, bon, donc là, 27, 36, si vous voulez, 46, 46 téraoctets libres. Mais je ne peux pas stocker ce 20-là parce que le fichier n'est pas distribué. Donc là, je dois trouver un bloc de 20. Ce qui se perd en termes d'espace, j'ai des trous là. Et en plus, je dois à chaque fois augmenter, c'est une scalabilité verticale, augmenter côté matériel et c'est coûteux. Donc, côté matériel, je dois ajouter en RAM et en CPU pour augmenter la performance de mon serveur pour pouvoir stocker ces 20 téraoctets. Donc là, c'est la scalabilité verticale. Ce qui nous a rendu capable de faire cette scalabilité, si vous voulez, horizontale, bien évidemment, c'est l'architecture cloud computing. Donc, c'est le monde de cloud qui nous a permis de faire ça. Mais on va avancer un petit peu pour voir mieux l'architecture. Donc, j'ouvre le cours. Je ne suis pas très douée à faire de cours avec des slides, mais il faut le faire. Comme ça, si jamais on oublie un truc. Et vous pouvez tout défiler le cours entre-temps. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez me le dire. Donc là, on va revenir par rapport à cette architecture. Et on va commencer avec l'architecture Hadoop 1. Elle est HDFS. Donc là, c'est la partie HDFS. Voilà, il vous parle de la scalabilité, etc. Donc là, c'est Hadoop 1, c'est la partie HDFS. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve ici, si vous voulez, le name node et un secondary name node. Pourquoi nous avons un name node et un secondary name node? Pour le remplacer en cas d'échec de fonctionnement. Exactement. C'est pour, si vous voulez, essayer, et je dis bien essayer, de garantir ce qu'on appelle la haute disponibilité. Il n'y en a pas question pour une architecture pour une architecture quelconque pour l'informatique d'avoir ce SPOF. Tu vois, ce SPOF, c'est single point of failure. Un point pour lequel le système is not responsive. Il ne peut pas nous répondre. Donc là, pour ne pas avoir ce SPOF-là, pour essayer de ne pas avoir ce SPOF-là, on a ce secondary name node. En fait, le name node, c'est un orchestrateur, c'est le master. Donc là, à chaque instant, les data nodes envoient des heartbeats pour donner une idée sur leur disponibilité. Je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible pour que le name node peut savoir à l'instant T quels sont les nœuds qui sont disponibles. Et un bloc report pour la gestion d'espace dans ces data nodes-là. Et puis, pour aussi, à chaque intervalle, il envoie une image sur le name node et sur les fichiers edit de différents data nodes à secondary name node. Comme ça, il a une image bien parfaite de name node. Le rack, ici, c'est un cluster, c'est un ensemble de nœuds. Donc là, le grand max, pour un rack, on a 4000, si vous voulez, data nodes.
Alors, donc là, pour le secondary name node, il n'aide pas le name node en fait. Soit il prend la totalité, soit il prend rien. Je m'en état. Il n'est pas là pour prendre une partie de travail de name node. Soit le name node il est hors service, il est hors deny system et c'est lui qui le remplace. Soit il est là, il attend qu'il soit sollicité pour qu'il remplace le name node. Ce qui fait en réalité, le name node, il n'est pas disponible en réalité pour deux raisons. La première raison, c'est une erreur, par exemple, erreur matérielle ou bien de version, c'est-à-dire le name node en lui-même, il est en panne. Le fait de d'aller vers le name node, le secondary name node, ça c'est une solution qui nous permet d'éviter le spoof. Maintenant, supposons que le name node il est hautement chargé, c'est-à-dire on a ici plusieurs, si vous voulez, jobs qui viennent être sollicités par le name node, qui est un job track. Le name node ne peut pas exécuter ou bien traiter toutes ces requêtes. Le secondary name node, qui est une image identique de name node. Donc là, le name node, il tombe en panne, il est surchargé, il est en deny system. Est-ce que le secondary name node, en réalité, peut prendre cette charge énorme de travail? Bien évidemment que non, puisque c'est une image de lui. Donc, hatta hawa, il va tomber en panne. Donc, pour tout ce qui est erreur matérielle, erreur de version, de configuration, ou je ne sais pas, le serveur, là, le secondary name node, il nous évite le spoof. Sauf que quand il est très surchargé ou bien hautement disponible, il ne peut pas nous éviter le spoof parce qu'en réalité, le name node, il ne délègue pas une partie de travail. Mais soit on a le secondary name node, soit le name node. De ce fait, pour résoudre ce problème-là, nous avons ce qu'on appelle l'architecture Hadoop 2 avec l'apparition de la couche YARN. Alors, les data nodes ne sont pas juste des placards pour stocker. Non, ils font un traitement aussi. Huma bidon, ils aident pour le traitement. Et plus que ça, on peut avoir un data node dans le jargon Hadoop 2, node manager. Elle peut prendre handle un job à part entière. Elle le prend à part entière. Ou elle fait tout ce qui est management. J'explique. Donc là, ça, ce sont les node managers. J'ai un client qui a un job. Ce job-là, si vous voulez, ce job tracker, il sera affilié le master اللي اسمه توا resource manager اسمه كان قبل node اسمه resource manager. Il va regarder ces node managers واللي باش يلقى عندها un espace, voilà, tout au bon de l'algorithme, l'espace le plus adéquat, le premier nœud qui a de l'espace, etc. Espace quoi? Espace côté exécution. باش يحل عندها une application master. باش يجي في النœud, il va créer, donc là c'est un job 1, il va créer une application master pour le job 1. ايش معناتها؟ معناتها ce data node ou ce node manager il est la seule, voilà, le seul nœud responsable de le traitement et l'exécution de ce job. Elle le prend en totalité. Donc, ce node manager a une visibilité sur les autres nœuds. اسمها node manager voilà. تشوف صحابها les autres nœuds شنو les disponibilités اللي عندهم. Il va essayer d'ouvrir des containers. Je m'appelle des containers. Un tout petit espace d'exécution pour exécuter le job نتاعها. On exécute dans les containers des tasks, un job, un task, une tâche. Donc là, c'est la notion, si vous voulez, de node manager et resource manager. Ça, c'est par rapport à l'architecture Hadoop 2. Maintenant, pour que cette architecture soit réussie,
Il faut avoir plusieurs nœuds qui travaillent en parallèle. Du coup, il nous faut un algorithme qui permet le travail parallèle. Maintenant, cet algorithme-là, c'est l'algorithme adapté par MapReduce. C'est un algorithme MapReduce. Jusque-là, vous avez des questions? Ok, parfait. Donc, Madame, oui, on peut avoir bien sûr plusieurs node managers, hein, pas un seul. bien évidemment. Bien évidemment, on peut avoir des milliers de node managers. Chaque Les nœud node qui managers reçoit la sont clé. des data قبل dans Hadoop juste pour le stockage عبارة على حاجة نحطوا فيها il fait pas de traitement توا ولينا كانوا اسمهم داتا نود كما اسمهم بالضبط نو pour stockage de data اسمهم داتا نود dans Hadoop 2 ولا اسمهم node manager non seulement le stockage mais elle fait le manager si vous voulez application master dans les autres des containers elle fait la gestion aussi des autres nœuds. Ok, donc bien sûr que on peut avoir plusieurs data nodes. Ce sont les slaves en fait, les data nodes. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc on va aller maintenant pour voir MapReduce. Voilà. Donc là, MapReduce. Il faut comprendre l'algorithme de MapReduce. Je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par l'exemple qui est mis au cours. Voilà. Donc, dans cet exemple-là, MapReduce, c'est un algorithme qui se base sur la notion clé-valeur. Il faut toujours, pour n'importe quel job, trouver c'est quoi la clé et c'est quoi la valeur. Et n'importe quel job, avec MapReduce, on peut la faire en parallèle. Donc, il favorise le parallélisme. علاش على خاطر le parallélisme يساعدني pour l'architecture que j'ai. Le fait d'affecter en plusieurs nœuds كل واحد un task. Donc, le parallélisme me convient. Donc, voilà. Donc, ici, il vous dit, il faut calculer le nombre d'occurrences des mots construisant le texte. Donc, quand j'ai ce genre de job, il faut dire c'est quoi la clé, c'est quoi la valeur. Alors, c'est quoi la clé ici? La clé, c'est le mot. Et la valeur, Oui, c'est le nombre d'occurrences. exactement. Donc là, ça, c'est le mot. Ça, c'est le nombre d'occurrences. Donc là, on va passer aux étapes de MapReduce. Donc, on a le fichier d'entrée, bien sûr. Ici, nous avons 3 lignes, mais si nous sommes dans le Big Data, nous aurons des millions, des milliards de lignes. Et bien sûr, des milliers de nœuds. La première chose, c'est de faire un découpage. Le découpage selon, si vous voulez, la disponibilité de nœuds. Alors, quand on dit des nœuds disponibles pour prendre un task, donc là, je vais faire le découpage. Donc, le nœud, il aura une toute petite partie, un task à faire. Donc, il ne va pas travailler sur, bien sûr, des données énormes. 2-3 lignes à exécuter, si vous voulez, la requête. La première chose, c'est de faire le mapping selon, si vous voulez, la valeur. Donc là, la clé. Donc là, le mapping, c'est de avoir le résultat local. Je m'en ai في الاخر باش نلقى عندي un résultat local. Donc انا لاوج على nombre d'occurrences des mots. Donc là باش نلقى un résultat local pour le nombre d'occurrences de mots selon la clé et valeur اللي عندي. Et puis je vais faire un tri, la deuxième étape selon la clé.
un tri par la clé. Donc là, la clé, c'est le mot, donc je vais faire un tri par clé. Et puis, je fais un reducing pour les valeurs. Je m'arrête un reducing pour la valeur. Vous voulez là où j'ai le nombre d'occurrences. Donc, je vais faire ça. Quel est là où j'ai le max? La valeur, c'est max. Donc là, un reducing selon le max. Je vais afficher le max. Quel est le moyen? Donc, un reducing selon la moyenne. Donc, la reducing selon la valeur que j'ai. Et puis, le collecte de résultats final. Donc, indépendamment c'est quoi le job, les étapes par lesquelles passe un algorithme MapReduce. Avez-vous des questions jusque-là? Tout ça pour avoir un traitement parallèle. C'est bon? Donc, tout ce que j'étais en train de dire, normalement, a été détaillé. Donc là, c'est MapReduce 1. MMPRN, c'est MapReduce 1, c'est Hadoop 1, c'est la première architecture. Et là, nous avons la deuxième architecture. Comme je dis, c'est grâce à la couche YAR. Donc voilà la deuxième architecture. On a les application master, les containers, ce que j'étais en train de dire. Ben, on va passer maintenant donc là pour voir d'autres éléments. Maintenant, les gens qui vont utiliser Hadoop et dans HDFS et MapReduce, ce sont des gens qui ont un profil qui est un petit peu différent. Ça peut être des gens de marketing, des financiers, etc. Donc là, ils vont solliciter MapReduce et HDFS. Est-ce qu'ils ont la capacité, si vous voulez, pour n'importe quel traitement, d'écrire un algorithme aussi complexe de MapReduce avec deux parallélismes? Et généralement, il y a Python et Java qui supportent, qui déjà, ils ont des fonctions prédéfinies de MapReduce. Donc, avoir ces connaissances-là, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et là, le mode de données, c'est un mode qui passionne plusieurs gens. Pour cela, nous avons ici l'intervention d'autres systèmes qui cachent la complexité de MapReduce, qui m'arrive, qui m'applique, qui marche. Donc là, nous avons vu un Hive. Là, j'ai commencé à Hive. Hive, il est là pour cacher la complexité MapReduce. Elle est inspirée de SQL, donc le langage de HQL. Il utilise le langage de requête comme s'il était fait une requête SQL. Et si vous voulez, derrière chaque requête quand je fais select étoile, automatiquement, il se crée un algorithme MapReduce qui s'exécute en cachette et là, je ne le vois pas. Et là, je vois que la requête. J'écris une requête, mais en réalité, ça génère automatiquement un algorithme MapReduce. Donc, on va commencer avec Hive, qui est un produit, bien sûr, Facebook. Vous vous rappelez de Hive? Ben. Donc, Hive, c'est pour les types de données, si vous voulez, pour les données structurées. Donc là, quand je dis structuré, je connais déjà la structure de la table. Quand je fais c'est de faire un crier de la table en connaissant sa structure. Maintenant, c'est quoi la différence? Là, create table post, user post, je connais sa structure. Je vais faire à la table, exactement. Maintenant, Hive est alimenté par des fichiers externes. Donc là, je dois préciser à chaque fois, en créant la table, en lisant ce fichier externe, c'est quoi le délimitateur? Qui fait je n'arrive le premier champ, le deuxième champ, le troisième champ. C'est à l'aide de field terminated by. C'est celui qui nous permet, si vous voulez, qui nous permet de savoir le premier champ, du deuxième champ, du troisième champ.
Une fois nous avons créé la table, c'est comme vous voyez ici la création de la table. Une fois la table a été créée, la deuxième étape, c'est l'alimentation de la table. Donc, l'alimentation de la table, elle se fait toujours par un fichier externe. Donc, ce n'est pas une alimentation ordinaire. Comme par exemple, en SQL, on alimente en insérant dans la table de données, ou elle a en HBase, si vous voulez, ligne par ligne, mais l'alimentation, elle se fait d'une façon massive à l'aide d'un fichier. Maintenant, ce qui est très bien en Hive, c'est que cette alimentation-là, elle peut être de plusieurs fichiers. Et ces plusieurs fichiers, ils peuvent représenter un segment. Elle a une segmentation, une partition. Donc, en réalité, quand on fait un traitement sur des données massives, ces données, un traitement, il peut être différent d'une catégorie à une autre, d'une partition à une autre. Si je suis dans un magasin de vente de vêtements, un traitement quelconque peut être différent si les vêtements sont de catégorie enfant, s'ils sont de catégorie garçon, s'ils sont de catégorie homme ou LFA. Donc, au lieu de, à chaque fois, avant de lancer un traitement, on select toi, where catégorie est égale à enfant ou bien catégorie est égale à homme et je lis des millions de données et je fais un algorithme MapReduce pour extraire les données, etc. Donc, dès le départ, en stockant les données, je crée des partitions pour faciliter l'accès aux données et aussi faciliter l'alimentation de la table. L'alimentation aussi se fait par partition. Une partition. Donc, comme si je suis en train j'ai la table qui est structurée, mais en plus, je la structure encore par des partitions. Donc, ça, c'est la notion de partition. Donc là, je vous montre l'exemple que nous avons vu au niveau du cours. Donc là, nous avons fait là, c'est la partition par country. Donc là, à part que la table poste, et puis au niveau de l'alimentation, vous voyez, il alimente partition par partition. Donc, comme si nous avons une table qui est partitionnée. Voilà, une table partitionnée. Maintenant, quand on fait un create table ordinaire, les données en réalité sont stockées au niveau de Data Warehouse Hive. Hive a son propre Data Warehouse. Donc, Facebook a sa propre Data Warehouse Hive. Quand je mets un create table. C'est quoi le problème de Data Warehouse Hive? Le problème de Data Warehouse Hive, que les données ne sont pas distribuées comme en HDFS. Et là, vous voyez que l'algorithme MapReduce, il préfère avoir une distribution pour favoriser si vous voulez, le parallélisme. Donc là, nous pouvons, si nous souhaitons aussi, stocker les données sur HDFS directement. Comme ça, on favorise le parallélisme avec Create External Table. Je ne dis plus create table, mais external table. External à quoi? C'est-à-dire que les données ne seront pas stockées dans le Data Warehouse Hive, mais sous HDFS. Donc, en créant une base de données Hive, je peux soit stocker dans le Data Warehouse Hive, soit une table Hive, soit la stocker dans le Data Warehouse Hive, soit la faire d'une façon distribuée sous HDFS. C'est quoi l'avantage et le désavantage? Si je fais un external table, bien sûr, le traitement sera plus rapide. À la khater, les données, déjà, elles sont divisées, répartitionnées. Maintenant, sur le Data Warehouse Hive, nous avons une vue plus locale. Donc, quand on veut voir le Data Warehouse, qu'est-ce qu'elle contient comme données, je vois une vue ensembliste. Et en plus, ça, ce qui est bien, c'est que si je souhaite, par exemple, mettre à jour les versions de Data Warehouse, faire un traitement ensembliste sur le Data Warehouse. Donc là, je sais que les données toutes sont sur la même Data Warehouse. Je peux lancer un traitement sur la totalité de Data Warehouse. Donc là, c'est l'avantage et l'inconvénient de Data Warehouse. Bien sûr, quand on met un external table, il faut mettre le schéma
où on va le stocker sur la HDFS. Donc, on va ajouter le chemin de stockage. Le chemin de stockage. Donc là, voilà, je ne sais pas, il est où l'external table? Voilà. Donc là, on ajoute la location ici. B. Jusque-là, vous avez des questions? مدام Mhm. أنا فهمت كمان جست نحب نتأكد من اللي فهمته دونك الاكسترنال تيبل هي غير تولي تابعة لها HDFS مش تابعة لها الهايف. Exactement, c'est-à-dire de stocker les données sous HDFS et non pas sous la data warehouse. Qui n'a create table, les données, les نحطهم في التابل هذيك, ils seront, quand je fais un external table, create external table, seront enregistrés sous HDFS. مش dans la data warehouse. كي نعمل create table عادية, c'est dans la data warehouse. D'accord. Ok? Ben, nous avons vu l'autre fois HBase. Donc là, le deuxième exemple que nous avons vu, HBase. HBase, c'est une catégorie de base de données orientée colonne. Donc HBase, c'est plutôt pour les données non structurées. Donc c'est orienté colonne, c'est pour les données non structurées. Donc, est-ce que j'ai une structure prédéfinie? Je ne sais pas la structure de mes données. Qu'est-ce que je savais, mais là, avant de la création de la table? Je sais le nom de la table et je sais une information très importante qui est la famille, les familles construites par la table. Les colonnes, ما عنديش عليهم حتى فكرة اللي نعرفوا que la table, par exemple, هوني اسمها bloc وفيها info et content. هاوك علاش au moment de la création, ce qui m'intéresse, c'est le nom de la table qui m'a rouni bloc et, si vous voulez, le nom des familles. Maintenant, pour chaque famille, il existe pour plusieurs colonnes. Et ces colonnes changent. Tout dépend de la famille. Tout dépend de l'enregistrement. Pour faire un seul enregistrement, mat 001, une ligne de données. Pour la famille info title, pour la famille info title, info plutôt, j'ai 3 colonnes, title, author et date. Pour un autre enregistrement mat 001, j'aurai impérativement la famille info, mais au lieu d'avoir title, je peux mettre par exemple le titre de l'édition. Ici, je peux mettre aussi maison de l'édition. Il n'y a pas un seul auteur, un auteur, mais il y a une maison d'édition qui a écrit le livre. Là, c'est par exemple la date d'édition, etc. Donc là, les colonnes, les colonnes changent selon les données. Les données ne sont pas tous de la même structure. Quoi d'autre? Une instance, c'est-à-dire éléphant ici, on peut mettre pour la même colonne, pour le même enregistrement, par défaut, 3 versions des données. Éléphant, monkey et bird, par exemple. Pour la même, si vous voulez, ligne, mat 001. Pour la même ligne de données. Chaque colonne, on peut mettre 3 instances. Et l'instance qui va par défaut 3. On peut mettre 4 et 5 si on déclare au niveau des familles, par exemple. Ici, je mets, par exemple, version 5. Là, je m'arrête que pour la famille F1, au moment de la création, on peut avoir pour chaque colonne 5 versions de données. Quand je vais afficher, et l'affichage se fait par get ou la scan, quand je vais afficher, en fait, avec ce qu'on appelle le timestamp, il m'affiche toujours la dernière version, la version la plus récente. Mais les autres aussi sont stockés. Ils ne sont pas stockés. Mais au moment de l'affichage, si je ne précise pas le nombre de versions à afficher, il m'affiche bien évidemment la dernière version. Maintenant, entre get et scan, get c'est pour un affichage très local, pour une colonne bien terminée, ou pour une donnée bien déterminée. Scan pour la table généralement, ou bien un ensemble de lignes. C'est un affichage ensembliste. Maintenant,
Voilà, donc là, c'est un exemple pour Michel 004. Nous avons mis trois dates et on peut, par exemple, avec le get, afficher les deux dernières versions. Ou bien on peut dire que nous souhaitons afficher les trois dernières versions. Donc, tout dépend de la version. Et puis, ce Madame- qu'il faut savoir par rapport à HBase aussi, oui, Inès, vous étiez en train de dire quelque chose, hein. Oui, madame, c'est quoi معناتها l'utilité نتاع les versions علاش En fait, OK, par exemple, ici, j'ai un champ اسمه diplôme. Pour le champ diplôme, je peux avoir bac, licence et ingénierie, Inch'Allah. Donc là, j'ai trois instances. Donc ce champ-là, elle est multiple. Donc, mais je نحط حاجة بركة. Je نحط les trois valeurs. D'accord. Par exemple, pour un champ, par exemple, je dis n'importe quoi, numéro de téléphone. Mhm. Je peux avoir deux, trois numéros de téléphone. Oui, oui. Donc, pour Mhm. avoir plusieurs versions d'un champ. Mhm. D'accord. Maintenant, si je souhaite supprimer une table en HBase. HBase, généralement, c'est une table qui travaille sur des données massives, non structurées. Et généralement, il y a plusieurs gens qui travaillent sur la table là et il est très sollicité. Maintenant, je souhaite effacer une table. Supposons que quelqu'un a déjà lancé un traitement sur la table et le traitement n'est pas encore terminé. OK? Parce qu'un traitement sur des données massives, parfois, ils prennent des heures, parfois une demi-journée, parfois une nuitée. Généralement, il lance ça, par exemple, pour les grands traitements. Il y a donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par désactiver la table. Il faut faire un disable pour la table. On ne peut pas dropper une table HBase directement. C'est un traitement qui est déjà lancé. Il se termine quand il s'achève. On peut dropper la table. Mais un nouveau traitement, il ne sera pas accepté une fois la désactivation s'arrête. Mais on attend aussi que les anciens traitements seront achevés pour qu'on puisse effacer la table. C'est bon, c'est clair? Oui. Oui. OK. Bon, c'est tout ce que nous avons vu brièvement en Big Data. Donc, voilà, c'est ce que nous avons vu. En tout cas, c'est Asala. Parfait. Donc, voilà, on vient d'achever le module. Euh, je souhaite que c'est un petit conseil, prenez le temps pour trouver un bon PFE. Un bon PFE dans une bonne boîte où on a un embauchement, une insertion à une vie professionnelle est très important. ما تمشوش هكا pour les petites boîtes où ne prenez pas les choses هكا facilement. زاد pour les grandes boîtes اسألوا على pré-embauche pour ne pas se trouver dans la case de départ كي كملتوا نجدوا على خدمة وتعملوا في des entretiens, etc. Voilà, j'espère vous voir parce que je ne vous ai pas vu en bonne santé et je vous souhaite un très bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, Merci, madame. c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Très bon courage pour la continuité et voilà. Merci. Je vous remercie. À très Madame bientôt. Bensama, que c'est moi là. Je ne sais pas. Hmm. ما عنديش حتى فكرة. Donc, pour les FAD, ils ont obligé que tous les examens sont QCM. Mais le QCM ne sont pas obligés d'être QCM. Je ne sais pas. On attend l'administration. Si ce n'est pas colonne QCM, peut-être il n'y aura pas un examen colonne QCM, une partie QCM, une partie question. Je sais. Nous n'avons pas encore pensé à ça. Mais ça sera un examen à la portée à tout le monde qui ont suivi le module. Voilà. D'accord. Ok, je vous remercie.